iSaute, c'est amusant, exaltant, surprenant. Viens faire un saut et plonge dans une journée remplie de rebondissements pour tous les âges. iSaute, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Nous sommes le vendredi 30 mai. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous en ce début de journée, en ce début de vendredi. On va faire le tour des plus récentes nouvelles sportives. On va parler météo. On va aussi parler culture parce que le vendredi, c'est la chronique culturelle de Julie-Jasmine Boudreau dans la deuxième portion de l'émission. Vincent Maisonneuve est déjà en studio avec nous dans quelques minutes. Vincent, bonjour d'abord. Bonjour Mathieu. On va revenir ensemble sur, encore une fois, les témoignages de ce qui se passe devant la commission Galland, en fait, en lien avec le dossier SACLIC. Autre témoignage, disons, assez accablant hier. Oui, et quelle semaine! Ça a été une série de témoignages accablants. On a appris que le déficit de la SAAQ est passé de 35 millions de dollars autour de ça à... Et on devrait atteindre le milliard de dollars en raison de la transformation numérique. Quand on nous disait que tout allait bien dans la préparation à l'interne, tout le monde se rendait compte qu'il y avait des centaines de problèmes à chaque jour qui s'accumulaient, que les bugs se multipliaient, les bugs informatiques. Et on ne sait toujours pas pourquoi certains consultants ont vu leur salaire passer de 82 de l'heure à 350 de l'heure. Et encore hier, il y a plus de questions qui se posent que de réponses claires à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce fiasco. Effectivement. Je vais vous parler du dernier témoignage qui est tout aussi intriguant et préoccupant. Au sujet, entre autres, justement, de ces fournisseurs avec qui ont obtenu finalement des contrats pour cette transformation numérique. Qui avait faim, semble-t-il. Je reprends les mots du vérificateur qui était là. Parfait. On se reparle tantôt, Vincent. Véronique Méran est là à la météo. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Un petit mot d'abord, puis c'est sûr qu'on va suivre ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ce sont ces feux de forêt dans l'ouest, dans le centre du pays, en Saskatchewan, au Manitoba, en Alberta. Il y a plusieurs avis d'évacuation dans certaines communautés. Je voyais également dans le nord de l'Alberta 8 personnes qui sont coincées, étant donné justement les flammes et les feux de forêt qui font rage dans cette région du pays. Donc, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de temps sec dans le centre du pays. Effectivement, un printemps très, très sec. Je regardais les précipitations là, du côté du Manitoba. On a reçu seulement 20 à 40 des précipitations habituelles depuis le mois de mars. Donc, vraiment, des conditions très secs, une poussée de chaleur aussi. On a eu des températures records au-delà de la trentaine de degrés. Et là, malheureusement, il n'y a rien côté météo pour aider à diminuer de façon significative là, l'activité des feux. On demeure encore dans l'air chaud, dans l'air sec. Il y a du vent qui va se joindre au scénario. Pas de bonnes nouvelles, ça. Pas de bonnes nouvelles pour les feux. Est-ce qu'il y a des impacts côté fumée? Oui, assurément, là, dans ces secteurs-là, mais ça commence à se propager aussi sur le nord de l'Ontario. Et c'est pas impossible sur le sud du Québec qu'on ait aussi une hausse de particules fines là, attribuable justement à ces feux de forêt. Je regardais les statistiques des feux au Québec pour cette saison-ci. C'est une saison qui est plus tranquille qu'à l'habituel. Hein. On a eu énormément de pluie. Donc, évidemment, printemps maussade, mais bon pour notre saison des feux. 50 de la normale seulement au niveau de la superficie brûlée par rapport à la moyenne des 10 dernières années au Québec. 99 feux en date du 29 mai. Donc, une saison qui a été plus tranquille. Le mois de mai, généralement, est le plus actif. Juin suit tout juste derrière. Mais du côté du Québec, en raison des précipitations importantes, la saison est moins intense qu'à l'habitude. C'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Vous voyez, au Manitoba, vous parliez du Manitoba, 17 000 personnes dans le nord de la province. Évidemment, ce sont des feux qui sont plus dans le nord de ces provinces qui ont dû être évacuées. Donc, clairement, c'est appelé à bouger pas mal dans les prochaines heures et on aura des reporters pour vous faire des comptes rendus de ce qui se passe de ce côté-là. Sinon, en prévision de la météo pour la journée, allons-y pour ce qui nous attend aujourd'hui. Bien, on commence à avoir un petit peu plus d'instabilité. Là. Des orages possibles aujourd'hui, surtout au nord du fleuve, l'Abitibi, le Témiscamingue cet après-midi. Fin d'après-midi, début de soirée,
on transpose le risque vers l'Outaouais, les Hautes-Laurentides, la Nodière, la Mauricie, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Rien de violent, mais quand même, ça peut déverser de bonnes quantités de pluie. Vallée du Saint-Laurent devrait être épargnée aujourd'hui, mais derrière le passage de ce front-là, il y a du temps plus frais qui se dessine pour le week-end et des précipitations aussi, essentiellement pour l'Estrie, la Beauce, Québec, samedi soir vers l'est du Québec. Ce sont les régions où on en aura davantage. On parle d'une trentaine de millimètres là, pour l'Estrie, la Beauce, la Capitale-Nationale, 40 à 60 millimètres localement entre le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et Sept-Îles. Donc, allons-y avec le sud du Québec aujourd'hui. On commence ça sous les nuages ce matin. Par la suite, ça deviendra variable cet après-midi. Probabilité d'averse 40 Montréal, 60 vers l'Estrie et Québec avec un vent du sud-ouest. Les températures oscilleront autour de 21-23 degrés. C'est encore un petit peu humide. 11 à 14 la nuit prochaine. Demain, samedi, plutôt nuageux. Pluvieux vers l'Estrie et Québec, surtout en cours d'après-midi. Montréal, 40 c'est la probabilité d'averse. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait quelques gouttes, mais c'est pas le déluge pour le Grand Montréal, ni pour l'Outaouais, ni pour les Laurentides. C'est une probabilité d'averse de 40 samedi. Les températures seront plus fraîches, 17-18 degrés seulement. Et dimanche, on a encore un bon apport de nuages, mais des éclaircies qui vont se tailler une place là-dedans avec des températures de l'ordre de 14 à 16 degrés, peut-être 17 Montréal. Donc, c'est certain qu'il y a un peu de fraîcheur là, au cours de la fin de semaine. L'Est du Québec, aujourd'hui, c'est pas si mal. On commence à voir les averses s'infiltrer en après-midi avec un risque d'orage. Les températures sont encore assez élevées. Le week-end sera pluvieux. En territoire ontarien, on a un avertissement sur la qualité de l'air sur la portion nord, ciel variable dans l'ensemble, plutôt nuageux à Ottawa avec un risque d'orage cet après-midi, le maximum c'est 22. Et on l'a dit dans l'ouest, c'est la chaleur qui domine, le soleil est présent et les vents se mettent de la partie du côté des prairies. C'est du 27-30 degrés, sud de la Saskatchewan et du Manitoba encore aujourd'hui. Ce sera plus franc en début de semaine, mais pas plus arrosé. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine. Un petit mot de sport. Mon collègue Olivier est absent, mais je veux quand même vous parler de hockey parce qu'on connaît maintenant qui seront les adversaires des Panthers dans la finale de la Coupe Stanley, les Oilers d'Edmonton, qui ont gagné donc hier par la marque de 6-3, éliminant ainsi les Stars de Dallas. Donc, on va retrouver cette confrontation entre les Oilers d'Edmonton et les Panthers de la Floride en finale de la Coupe Stanley. C'est dans le fond une répétition de la finale de l'année dernière. Sinon, au hockey junior, vous savez qu'il y a la Coupe Memorial, championnat de hockey junior canadien. Ça se déroule à Rimouski. Les Wildcats de Moncton et les Knights de London vont s'affronter ce soir dans le cadre de la demi-finale du tournoi. L'équipe gagnante va rejoindre les représentants de la Ligue de hockey de l'Ouest, les Tigers de Medicine Hat, en grande finale. Voilà essentiellement pour les plus récents résultats sportifs. Alors, nouvelle journée, nouvelle série de révélations stupéfiantes à la commission Galland, encore une fois, sur SACLIC. Ça a été le cas toute la semaine. Hier, c'est cet ancien contrôleur financier à la Société de l'assurance automobile du Québec qui a raconté que la première phase de la transition numérique a été décrite publiquement, ou en tout cas, on avait l'impression que c'était un succès, mais c'était dans les faits plutôt une catastrophe, pour reprendre son mot. Oui, et quand on parle de la première phase de la transformation numérique, on parle des systèmes informatiques à l'interne de la SAC, là, que les employés de la SAC utilisent pour la comptabilité, par exemple. Et en croire le témoignage qu'on a entendu hier, ça ne fonctionnait pas du tout. La SAC n'arrivait plus à payer ses factures, même qu'il y avait des fournisseurs de services qui commençaient à pas trouver ça très, très drôle. Pourtant, dans leur témoignage, ça, c'était au début de la commission, on a entendu d'anciens membres du conseil d'administration de la SAQ affirmer que la livraison de la première phase avait été somme toute un succès, qu'il n'y avait rien, donc, qui leur permettait de croire que la deuxième phase, qui comprenait la plateforme SACLIC là, pour les usagers, pour vous et moi, là, ça allait être un fiasco. Mais c'est pas du tout l'avis de l'ancien contrôleur financier à la SAQ qui a qualifié le système, et je cite, de maudite cochonnerie. La suite est encore plus préoccupante parce que pour corriger les problèmes de ce système, le fournisseur que l'on nomme ici l'Alliance, qui est composé des firmes informatiques LGS, propriété d'IBM, et de l'éditeur de logiciels SAP, mais cette alliance-là a été payée une seconde fois. Donc, dans l'esprit du vérificateur, la SAQ a pris l'argent des contribuables pour payer le fournisseur pour la livraison de la phase 1 du système, qui ne fonctionnait pas,
Alors, pour apporter les correctifs, le fournisseur a été payé une deuxième fois avec l'argent des contribuables. Ça donne cet échange entre l'ancien contrôleur de la SAAQ, Jérôme Verreau, et le commissaire Galland. Dans le contrat, ce qui était prévu, puis ce qui était souhaité, c'est d'avoir une solution qui fonctionne. Puis la fonctionnalité, elle appartenait à l'Alliance. Mais là, elle ne marche pas. Bien, venez-vous-en encore, on va vous payer une deuxième fois pour recommencer ou pour nous aider à corriger les bugs. C'est ça. Tu es responsable de me livrer quelque chose qui marche, puis ça ne marche pas. Puis je te repaye encore. Je te repaye encore. Mon plombier est venu, pas fait le job, je le rappelle, puis il me charge encore tant de l'heure. OK. L'image est assez claire. Le parallèle avec le plombier là, de la part du commissaire Galland. On se souvient, ça a beaucoup fait jaser et réagir, je dirais, c'est cette histoire de salaire de consultants qui sont passés de 82 de l'heure à 350 de l'heure. On ignore encore ce qui a véritablement justifié cette hausse de salaire. On sait que les consultants ont changé de titre en cours de route. Cette semaine, on a entendu des vérificateurs qui se sont fait dire que le vrai prix, c'était 350 de l'heure et que le 82 de l'heure, dans le fond, il fallait voir ça comme un cadeau qui était offert à la Société d'assurance automobile du Québec. Chose certaine, Jérôme Verreau n'a pas pu obtenir d'informations justifiant cette fulgurante augmentation de salaire avant son départ. J'entends toujours un peu de gros autour de l'os pour justifier le changement des ressources de 82 à 350. Mais je peux vous dire que je suis mort sur ma faim parce que quand je suis parti, je ne savais toujours pas. Donc, l'ancien vérificateur estime aussi que ces avertissements n'ont jamais vraiment été pris au sérieux par la direction. Là, il a dit c'était comme un singe, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas parler. Donc, malgré ces avertissements, il n'a pas été écouté. Ça va se poursuivre la semaine prochaine, cette commission. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Je voyais qu'un On va aller retrouver Marie-Jeanne Dubreuil dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Nouveau rebondissement dans cette histoire de tarifs douaniers de Donald Trump. On a vu ça hier en fin de journée. La Cour d'appel qui a accepté de maintenir les tarifs qui avaient été bloqués par un tribunal inférieur. Oui, et s'il y a des auditeurs qui sont mélangés là, par toutes ces nouvelles, sachez, vous n'êtes pas les seuls parce que ça déboule vite au point où il y a des unes de quotidiens papier qui ne sont pas nécessairement à jour ce matin. Donc, prudence, tout dépendant quel journal vous lisez, vous, le matin, en vous levant. Moins de 24 heures après que la Cour de commerce internationale des États-Unis a bloqué les tarifs douaniers élevés là, imposés par Donald Trump à la majorité des pays du monde, bien là, il y a la Cour d'appel qui a temporairement suspendu cette décision, vous l'aviez bien dit. Et le New York Times nous le dit, là, ça sème encore plus de confusion au cours d'une journée déjà marquée par une grande incertitude économique. Donc, les tarifs sont maintenus pour l'instant, parce que c'est pas terminé. Si vous connaissez le système de justice, vous savez qu'il reste un palier, la Cour suprême, et c'est M. Trump en personne qui a porté sa cause devant la plus haute Cour de justice au pays, donc il faudra suivre ça. En parallèle, il y a une décision concernant l'Université Harvard qui vient aussi d'être renversée, mais cette fois contre le désir du président. C'est en une du Globe and Mail ce matin. Il y a un juge fédéral du Massachusetts qui prolonge l'ordonnance qui bloquait la tentative du gouvernement américain d'interdire à une université d'inscrire des étudiants internationaux. Il y avait beaucoup de monde à Harvard qui retenait leur souffle parce que ça pourrait vouloir dire une perte potentielle de plus de 6 000 étudiants, dont 769 étudiants et chercheurs canadiens actuellement inscrits à l'établissement, comme on peut le lire dans le National Post. Et tout ça arrive alors que les étudiants ont leur remise de diplôme et ils vivent leur fin de session. Là. Donc, on peut voir les photos de ces finissants là, avec leur toge noire et rouge de Harvard circuler un peu partout dans les unes ce matin. Ça fait quelques jours que le bureau d'enquête du Journal de Montréal fait une série d'articles qui met en lumière le problème des dépôts sauvages. Oui, voilà, une série sur les dépotoirs clandestins illégaux, dont plusieurs se trouvent en Montérégie. Et aujourd'hui, on apprend que le ministère de l'Environnement a mis près d'une décennie à sévir à l'endroit de propriétaires de terrain où se trouvent des dépôts sauvages de rebuts de construction, par exemple, de sols contaminés également. C'est ce qu'a découvert le bureau d'enquête. On recense 3 cas qui ont traîné en longueur. On parle de 7 ans, 4 ans, 10 ans.
Et on le sait, là, c'est ce qu'on a appris cette semaine à travers cette série, c'est que ça cause beaucoup de tensions, ces dépôts clandestins à ciel ouvert, sauvages. Ça crée de l'intimidation. Il y a eu des cas d'intimidation contre des fonctionnaires, par exemple. Donc, évidemment, c'est du côté du Journal de Montréal si ça vous intéresse. Parlant de tensions, le Devoir s'est rendu dans les Laurentides pour parler de l'intérêt de tensions entre deux municipalités. Une, d'un côté, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, au lieu de villégiature où le maire tente de revitaliser son village avec beaucoup de projets porteurs, et la ville voisine de l'Estérel qui, elle, veut au contraire garder son côté très paisible, et donc il y a un conflit entre les deux approches qui pourrait même se transporter devant les tribunaux. Ça, c'est du côté du Devoir. On surveille également les incendies de forêt, ça c'est en une du Toronto Star. On parle également de ce qui se passe en Suisse avec cet éboulement de glacier qui a complètement englouti un village, et là, on craint des inondations. Et je termine avec une pointe un peu, ludique, disons-le, mais en même temps inquiétante. C'est dans la Presse Plus, c'est un encanteur de Montréal qui a perdu un chandail mythique offert par Félix Leclerc à Maurice Richard au cours de leur première rencontre. Et donc, l'entreprise vient d'être condamnée à indemniser un héritier en lui versant quelques milliers de dollars. C'est du côté de la Presse Plus. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau se joint à nous pour sa chronique culturelle du vendredi. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Mathieu. Film très attendu qui sort, c'est la version 2025 de Deux femmes en or. Une version, j'imagine, qu'on a adaptée, qu'on veut plus moderne, certainement. Oui, c'est ça, avec des enjeux du jour, remis dans le contexte actuel. Catherine Léger, qui est autrice, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans pile, je vous avais parlé de l'adaptation au théâtre de ça, pour laquelle j'avais beaucoup ri. J'avais trouvé ça franchement drôle, franchement sympathique. Là, c'est sous la houlette de la cinéaste Chloé Robichaud, et je dirais qu'on va un petit peu plus dans le drame, le côté un peu plus sombre de cette affaire-là. Mais l'idée, c'était vraiment de garder l'essence du film de 1970 de Claude Fournier et Marie-Josée Raymond. Souvenez-vous, la bande-annonce, ça disait « Deux femmes qui swingent en banlieue », avec une voix hors champ. C'était avec Louise Turcot, Monique Mercure, bien sûr. On va écouter la bande-annonce de la version 2025. Moi, je vais arrêter mes antidépresseurs. Pourquoi tu ferais ça? Pour être plus sensible. Depuis que Emma est née, je me sens coupable de ne pas avoir de libido, puis je pense que pour le bon fonctionnement de notre couple, il faut que je fasse quelque chose. Écoute, je pense que t'es fatiguée. Ça te tente pas que j'ai plus de libido? Je trouve que ta santé mentale est plus importante que ta libido. On couche pas ensemble. Ben là, ça, c'est une façon de voir les choses. C'est pas une façon de voir les choses, c'est un chiffre, on couche pas ensemble, 0. Alors voilà, ça donne le ton. On est dans ça. Alors, vous avez une cocu en congé de maternité qui cesse d'allaiter. C'est Laurence Leboeuf, qui joue le personnage de Violette. Et l'autre qui est en dépression, qui cesse justement ses antidépresseurs pour retrouver sa libido. On parle ici du personnage de Florence, et c'est joué par Karine Gontier-Heidemann. Elles veulent sentir leur corps, sentir leur plaisir, se réapproprier justement tout ce plaisir, et ça va se faire avec l'exterminateur, le gars du câble, le peintre en bâtiment, l'homme de ménage, le plombier. Alors, là, on garde les codes du premier film. Oui, c'est ça, j'allais dire, le gars du câble. Oui, mais c'est ça, c'est bon. Il y en a encore, remarquez. Et avec des caméos comme Claude Legault, Maxime Leflaguet et beaucoup d'humoristes. Sam Breton, Arnaud Soli, qui arrive justement dans ce film-là, dans un paquet de scènes coquines. Alors, et il y a des clins d'œil aussi au premier film. On va voir Louise Turcot et Donald Pilon qui jouaient mari et femme dans le premier film. Et il y a une direction artistique aussi aux accents des années 70 avec des couleurs et de la pilosité. Alors là, je laisse votre imagination aller pour cette dernière phrase. Alors, et on parle d'une version moderne. Le moi aussi, la culpabilité des femmes, le rôle des femmes, la morale. C'est quoi être une bonne femme, une bonne personne? Est-ce que quelqu'un va nous donner une médaille au bout de ça? C'est surtout ça que je trouve. Le côté qui est plus dramatique, évidemment, tourne autour de ça, avec des comédiennes très engagées dans leur jeu et dans leur nudité aussi. Alors, il y a une fluidité, c'est chorégraphié, ça met en scène de l'émoustillement, mais jamais de la vulgarité. Alors, je trouve que pour ça, c'est franchement bien réussi. Et il y a la musique provocante de Marjo, Dis-moi, dis-moi de Mitsou, Laurent Jalbert en courant. Alors, il y a quelque chose de très féminin là-dedans, une fois de plus. Alors, si jamais vous voulez aller vous plonger là-dedans, Deux femmes en or, c'est en salle aujourd'hui. Parfait, allez-y. Donc, j'ai l'impression que ça va bien fonctionner, cette nouvelle version revampée de Deux femmes en or, version 2025. Mike Clay de Clay and Friends, donc la partie Clay de Clay and Friends,
Il lance un mini-album. C'est son premier projet solo, Michael Samba. Ça, c'est le titre. Et c'est son alter ego tropical. Ça me fait penser qu'on devrait tous avoir un alter ego tropical. Alors, c'est un album qui est tout court. On parle de 7 titres. Lui, c'est un gars qui est très charismatique, Mike Lee. Il y a toujours comme de la lumière, du soleil, de la danse dans ses albums. Et c'est un album qui est en français. Et là, enfin, les Marilou du monde entier ont enfin leur chanson. Donc voilà, une chanson pour toutes les Marilou. Les Marilou de la planète. Bon, les Jolene et Roxane de ce monde avaient leur chanson. Manque à Marilou. C'est ça. Ou au Québec, je pourrais vous donner les Lison, les Louise ou les Sylvie grâce à Michel Louvain. Mais là, on est dans un autre registre, bien sûr. Alors moi, je trouve que c'est un coquin, Mike Lee. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a toujours des références, des messages codés, des intrigues dans ses chansons. Il faut vraiment prendre le temps de les écouter avec les paroles. Ça se trouve sur vos plateformes, bien sûr. Il va être en solo au Franco, au Festival, là, je parle à Trois-Rivières, Cigale à Québec dans les prochaines semaines. Et vous savez, il y a une chanson qui s'appelle Tutto passa. Ça veut dire que tout finit par passer, Mathieu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Maman, tutto passa, au moins tu m'as donné de quoi écrire. On t'aurait pu me dire, on t'aurait pu me dire, on t'aurait pu me dire, on t'aurait pu me dire. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. C'est bon, hein? Puis, oui. En fait, ce que ça dit, c'est qu'on rebondit de toute situation. Et, Mike Lee, ce cerveau inventif, je vous invite à écouter son album, son mini-album qui s'appelle Michael Samba. Et pour les paroles, moi, je m'ennuie quand même de l'époque où on sortait de la pochette, là, le papier, puis on pouvait lire les paroles en écoutant la chanson. On peut le faire, mais autrement maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis nostalgique. OK. Oh, parlant de nostalgie, Barry Manilow, une légende vivante en spectacle au Canada. Il a 81 ans et ses grandes chansons romantiques ont tellement marqué l'histoire de la musique. How happy you made me, oh man. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh man. Well, you kissed me. Barry Manilow, je connais le nom, je connais l'artiste, mais j'essaie toujours de replacer ses chansons. Puis là, ah oui, celle-là. Ah oui, ça, c'est lui. Ah, c'est le genre de chanteur de qui on dit ça. Absolument. Puis il faut dire aussi, il a produit de la musique pour plusieurs artistes. Je pense à Bette Midler, qui a d'ailleurs été son premier musicien de tournée là, quand il a commencé sa carrière. Il a écrit aussi des jingles commerciaux pour Band-Aid, McDonald's aussi, puis des comédies musicales à la tonne. Alors voilà. Puis il s'agit de son dernier tour de piste. C'est le dernier spectacle donc d'une tournée d'adieu. Puis ce sera toute une fête. Lui, il a trouvé rapidement son ego tropical avec cette chanson-là. J'ajouterais, il est ce soir au Centre Bell. C'est à 19h. Alors ça, c'est parfait, évidemment, pour ceux qui aiment se coucher tôt. Et le lendemain à Toronto. Parfait. Barry Manilow, c'est tout de suite la chanson à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu que vous alliez parler. Lui, c'est comme son classique. Merci, Julie Jasmine. Merci à vous d'être à l'écoute. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Et puis on se laisse sur Copacabana. Copacabana. He called her over, but Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar and then the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copacabana? iSaute, c'est amusant, exaltant, surprenant. Viens faire un saut et plonge dans une journée remplie de rebondissements pour tous les âges. iSaute, bien plus qu'un simple parc de trampolines.